Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était face aux membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Moussa Sanogo a présenté le projet de loi de règlement pour l'année 2021. Les sénateurs ont donné leur quitus pour la clôture de l'année budgétaire 2021. Idem pour la modification budgétaire intervenue au cours de cette année 2022. On en parle dans cette édition. Nous ferons incursion au cœur de la traque menée contre les immeubles qui menacent de s'effondrer. Malgré l'évidence des risques d'écroulement de ces immeubles, les locataires peinent à les quitter. Les propriétaires ont du mal à se faire à cette idée. La brigade d'investigation et du contrôle urbain a pour mission de veiller à leur évacuation. Le dossier EcoPlus de cette édition. En République démocratique du Congo, quand une pluie torrentielle devient meurtrière, plus de 120 personnes ont péri à Kinshasa dans des inondations du fait de cette pluie. 3 jours de deuil national ont été décrétés à la mémoire des victimes à compter de ce mercredi. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Direction Yamoussoukro face aux membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Nous le disions à l'instant dans les titres, le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a présenté le projet de loi de règlement pour l'année 2021. Les charges afférentes à la vie de la nation auront coûté plus de 9 525 milliards de francs CFA. Les sénateurs ont donné leur quitus pour la clôture de l'année budgétaire 2021. Ils ont également validé la modification budgétaire intervenue au cours de cette année 2022. Kader Sogodogo. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2021 avait été fixé à 9 093 milliards 600 millions 894 446 francs CFA. Grâce à un basculement au budget programme réussi et pour permettre à l'État de poursuivre son œuvre de développement, le budget 2021 a connu une augmentation de plus de 431 milliards pour s'étendre à 9 525 milliards 098 millions 716 917 francs CFA. C'est la conclusion de la gestion budgétaire 2021. Après une présentation suivie d'échanges, la Commission des affaires économiques et financières du Sénat a, à l'unanimité, adopté la loi de finances pour l'année 2021. La Cour des comptes avait déjà conclu à la conformité générale des comptes. Les parlementaires ont souhaité avoir des éclairages sur ces points d'application de la loi organique. Et je crois que les explications que nous avons fournies les ont plutôt satisfaits. Au cours de cette même séance, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a introduit le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2022. Une rallonge de plus de 630 milliards de francs CFA qui porte le niveau à 10 531 milliards 772 194 410 francs CFA. Ici aussi, les raisons sont connues. Le niveau d'incertitude qui pèse sur l'économie internationale est très élevé et la crise en Ukraine, malheureusement, on ne l'avait pas anticipé. Ça a un coût très important sur l'évolution des produits pétroliers, sur globalement le coût de la vie, et ça a malheureusement entraîné des baisses de retraite pour l'État et a obligé l'État aussi donc à augmenter des dépenses pour subventionner certains produits, limiter donc les effets de cette crise-là sur le coût de la vie et permettre donc aux citoyens de pouvoir continuer leurs activités sans trop de difficultés. Les 2 projets de loi ainsi modifiés seront publiés au journal officiel. Et puis ici à Abidjan, cette place boursière qui couvre 14 pays du continent et qui se donne pour objectif d'élargir les marchés en vue de donner davantage de possibilités aux investisseurs viennent de démarrer leurs activités à travers une plateforme qui les rassemble, la plateforme d'interconnexion des bourses africaines. Le lancement des activités de cette plateforme s'est tenu ici à Abidjan en marge de l'assemblée annuelle de l'Association des bourses africaines. Lancine Bakayoko. Cette interconnexion des bourses africaines encourage à la création de produits sur les 7 places financières concernées et renforce les compétitions des acteurs des marchés des capitaux, notamment en matière d'investissement ou de trading frontalier au niveau du continent. Parfois, les gens ne croient plus que l'Afrique pourrait vraiment s'intégrer. Nous avons voulu donner l'exemple au niveau des marchés de capitaux pour dire oui, c'est possible. On peut surmonter les barrières
on peut faire en sorte que notre continent, sur le plan des bourses, puisse parler de la même voix. Par cette plateforme, les bourses africaines veulent se positionner comme de véritables outils d'attraction des capitaux, de financement, de modernisation des entreprises ou même de collecte et d'allocation de l'épargne. Cette première étape sera complétée par une intégration plus approfondie avec probablement une réglementation homogène dans la perspective d'étendre l'intégration aux autres bourses africaines. La finance africaine s'inscrit aussi dans la perspective d'être une passerelle qui démocratise l'accès au partage des richesses générées par les entreprises installées sur nos territoires et surtout au profit de nos populations. À ce niveau, il est important de relever que la faible inclusion financière observée dans notre zone est un sérieux frein au développement de nos marchés financiers et surtout à son développement social. La Banque africaine de développement BAD a pris une part active dans ce projet de marché financier intégré. L'institution financière panafricaine a soutenu l'association des bourses africaines via une subvention de fonds de placement de la coopération économique Corée-Afrique. Parlons à présent du programme Compact, informer et former les organisations de la société civile sur la spécificité de la politique de gestion des personnes affectées par le projet dans le cadre des travaux du programme Compact. C'est l'objectif que vise le Millennium Challenge et Count Côte d'Ivoire en collaboration avec les autorités ivoiriennes. Plus de précisions avec Dangui Dangui. Présentation du programme Compact Côte d'Ivoire, du mécanisme de prise en charge ou d'indemnisation des personnes affectées par les projets à réaliser. Questions-réponses. Une cinquantaine de responsables d'organisations de la société civile a été informée sur la gestion des personnes affectées par ce programme. Ce programme, il est venu à point nommé. Il est très structurant et je pense que il y a un profit majeur que les populations vont tirer de ce programme, puisqu'il va impacter positivement. Le programme Compact Côte d'Ivoire a le souci d'adopter une réponse concertée à l'impact social des travaux de ce programme sur les populations, selon ses promoteurs. Nous réalisons des projets dans le domaine de l'éducation, des transports, notamment des infrastructures, mais aussi des réformes. Donc bien sûr, ces projets vont avoir un impact fort en termes de réduction de la pauvreté. Mais il faut aussi nous assurer que nous ne soyons pas en train de créer des impacts négatifs pour les personnes qui sont affectées par le projet. Assistante, c'est quoi? C'est le fait que ces personnes qui sont impactées par les différents projets, si ces personnes n'ont pas de pièces administratives, on les accompagne pour que ces personnes aient leurs pièces administratives. Le programme Compact Côte d'Ivoire est composé de 2 projets, le projet Abidjan Transport et le projet Compétences pour l'employabilité et la productivité. Selon ses promoteurs, sa mise en œuvre va réduire la pauvreté par une croissance économique plus inclusive en facilitant la vie d'environ 11 millions d'Ivoiriens. Reportage signé Dangui Dangui. Le groupe du G7 Ami Plus du Golfe de Guinée à Abidjan a tenu sa seconde session plénière sur les menaces constatées dans le secteur maritime, la piraterie, à savoir le vol à main armée contre les navires. Il s'agit pour les participants des pays membres de l'organisation de réfléchir sur l'amélioration de la sécurisation des espaces maritimes pour harmoniser les différents cadres législatifs en matière de lutte contre la criminalité maritime. Laure Goretti et Moussa Konaté nous en parlent. Piraterie en haute mer, vol à main armée contre les navires et les plateformes offshore, trafic illicite et terrorisme. Ce sont entre autres menaces constatées dans le secteur maritime. Le sujet est au cœur de cette deuxième session plénière à Abidjan du groupe G7++, Amis du Golfe de Guinée. Cette année 2022 a été marquée par un recul remarquable de la piraterie dans le monde. Cela ne doit toutefois pas nous amener à baisser la garde. Nous devons continuer à combattre ensemble les causes de ce phénomène à travers une coopération plus intense, aussi bien au niveau national, régional qu'international. Il s'agit pour les participants des pays membres de l'organisation de réfléchir sur l'amélioration de la sécurisation des espaces maritimes. Afin d'apporter une réponse appropriée à ces fléaux, la communauté internationale, à travers le G7
ami du Golfe de Guinée, a décidé d'appuyer les États côtiers pour les aider à améliorer la sécurisation de leur espace maritime respectif. Les résultats des travaux vont permettre au G7++, amis du Golfe de Guinée, d'apporter un appui conséquent aux États africains pour les aider à faire face aux menaces. Le groupe G7++, amis du Golfe de Guinée, est une plateforme de coopération entre les États du Golfe de Guinée et ceux du G7. Elle est co-présidée par la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Les deux pays sont reconduits à la tête de l'organisation pour une année supplémentaire. Place à présent au dossier Ecoplus de cette édition, des immeubles qui s'effondrent comme des châteaux de cartes. Le scénario était fréquent il y a peu. De 2021 à 2022, 5 immeubles ont plié les chines et perdu l'équilibre. Au cours d'un de ces effondrements, l'on a enregistré 19 victimes pour 6 décès. En vue de mettre un terme à cette succession d'effondrements d'immeubles, une brigade a été constituée, la brigade d'investigation du contrôleur urbain. Son action a permis d'identifier 79 bâtiments en péril, encore occupés et qui peinent à être évacués par leurs habitants. La mission de cette brigade, s'assurer de l'effectivité de ces évacuations, une mission pas toujours comprise aussi bien des propriétaires d'immeubles que des habitants. C'est le constat fait par nos reporters qui ont suivi les agents de cette équipe sur le terrain. Le dossier Ecoplus de la rédaction signé Jean-Louis Bambou. Cocody à Toban. Cet immeuble a 30 ans, mais il présente à divers endroits de grossières malfaçons de construction et des fissures dans les murs. Il a été placé sur la liste des bâtiments à démolir. Ceci après plusieurs missions d'observation de la brigade d'investigation et de contrôle urbain, aussi bien sur le bâtiment que dans le voisinage. Le risque pour ce bâtiment, d'abord, c'est que le bâtiment peut s'effondrer. Et le bâtiment qui est juste à côté, l'immeuble qui est juste à côté, peut s'effondrer et donc créer des problèmes au voisinage. Il a été informé de ce que son bâtiment présentait donc un risque d'effondrement et qu'il fallait évacuer. Mais son propriétaire ne l'entend pas de cette oreille. Il s'oppose fermement à la destruction de son bien, argument à l'appui. La visite se terminera en queue de poisson sur un dialogue de sourds, comme bien souvent. Mais il en faut bien plus pour décourager les agents de la plateforme, outil de lutte contre les effondrements récurrents d'immeubles et autres constructions hors normes en Côte d'Ivoire. Mise en place en août dernier, la plateforme collaborative a identifié 79 bâtiments menaçant ruine à démolir, comme celui-ci à Angredjomi, un sous-quartier de Cocody. C'est un immeuble qui a été construit également sans permis de construire et la structure du bâtiment même pose problème. Construit au bord d'un ravin, cet immeuble comporte 5 niveaux dont 2 sous-sols. Le propriétaire a reçu plusieurs injonctions de produire un document de stabilité sans succès. En l'absence de réponse, le ministère de la Construction a décidé de passer à l'action ce jour, la démolition. Accompagné d'un détachement de la police, mais également d'un auxiliaire de justice. On donne des mises en demeure et c'est après l'exécution de ces mises en demeure. On assiste à la démolition des maisons ou bien des immeubles qui ont été ciblés. Malgré les nombreux avertissements, le bâtiment était encore occupé par de nombreux locataires. Je suis venu donner ma caution 5 jours. Ils ont pris ma caution. Je suis venu. Ils m'ont donné la clé. En même temps que j'arrive net, on nous fait sortir. Ils n'ont qu'à me donner ma caution pour que je puisse partir prendre une autre maison. Ils m'ont rien dit. Je ne sais pas lire aussi pour dire que je vais lire ce qu'ils ont mis là. Pourtant, selon le code de la construction, les locaux qui ont reçu une notification d'évacuation ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition d'autrui. Par ailleurs, le propriétaire du dit immeuble est tenu de verser aux occupants une indemnité représentant leurs frais de relogement. En clair, leur caution. Il sait que je vais partir, mais pour le moment, je ne sais pas où partir d'abord parce que j'ai parlé de la caution. Il a ma caution. Pas moi seulement, mais c'est que chacun gère ses problèmes. Moi, il a ma caution. 220 000. Les mairies à qui la loi incombe la mission de faire évacuer les immeubles menaçant ruine ou insalubres sont confrontées à cet obstacle qui paraît insurmontable. Rares sont les communes qui arrivent à le faire. Résultat, 11 immeubles se sont effondrés en 2020, 2 en 2021 et 3 en 2022. C'est pourquoi le ministère de la Construction a décidé de prendre lui-même le taureau par les cornes pour mettre fin à cette spirale de drame dans l'immobilier. C'est d'appeler nos populations que l'action que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme mène, c'est pour leur sécurité, c'est pour leur vie. Ce n'est pas aller contre les intérêts.
Pendant que les derniers habitants vident leurs affaires, les bulldozers commencent à faire vrombir leurs moteurs, prêts à passer à l'action. C'est à ce moment qu'apparaît cette jeune femme qui se présente comme un proche du propriétaire. Au moins, on demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent qu'on n'a pas pris l'expertise. On dit si on a pris l'expertise, on veut leur expliquer. Ils ne veulent pas nous écouter. Rejointe un peu plus tard par une autre, décidée à donner la version du propriétaire. C'est vrai que les courriers sont venus, mais on a pris des experts qui sont actuellement en train de travailler. Ils n'ont pas encore donné leurs résultats, mais ce matin même, ils devaient venir. 6 mois que la procédure d'évacuation a été lancée dans cet immeuble. C'est seulement le jour de la démolition que l'équipe de Ngolo Yao apprend que ce propriétaire s'est attaché les services d'un bureau de contrôle. Une fuite en avant, selon la plateforme qui accepte malgré tout d'offrir un sursis d'1 semaine. Le propriétaire vient de nous donner l'information qu'il a signé un contrat avec le cabinet SGS pour faire l'étude de stabilité et de solidité du bâtiment. Le bâtiment échappe in extremis à la démolition. Mais pour combien de temps? Il faudra surtout que les résultats du cabinet de contrôle, sollicités dans les derniers instants, produisent un rapport qui donne tort à la plateforme et à la brigade d'investigation, pour qui cet immeuble représente un réel danger pour ses occupants. Au cœur de la traque des immeubles en péril, un sujet signé Jean-Louis Gbangbo. Et en attendant que le message soit bien perçu par les uns et les autres, regardons ensemble l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, mardi 13 décembre 2022, 8 nouveaux cas de Covid-19 sur 327 échantillons prélevés, soit 2,4% de cas positifs, 1 guéri et 0 décès. À la date du 13 décembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 902 cas confirmés, dont 87 059 personnes guéries, 830 décès, 13 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 657 597 le 12 décembre 2022. 134 585 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 22 878 511 doses du 1er mars 2021 au 12 décembre 2022. On change de sujet pour parler cette fois-ci de ces 60 travailleurs formés à la prévention des risques industriels par l'Agence nationale de la formation professionnelle, l'AGFOP. Ils ont reçu leur certificat de fin de formation. Ce projet financé en grande partie par le Fonds de développement de la formation professionnelle à hauteur de 170 070 000 francs CFA se donne pour objectif de réduire les accidents sur les chantiers et sur les sites industriels. Davis Oyo, Jean-Marc Djadji. Après 6 mois de formation, ces salariés reçoivent leur certificat en prévention de risques d'accidents industriels. Au nombre de 60, ils sont désormais outillés à sensibiliser et à prévenir les risques d'accidents sur les chantiers et sites industriels. Nous avons appris à identifier les risques, ce qui est très important, parce que sur les risques industriels, les risques sont très élevés. Il est important de connaître les risques pour mettre en place les mesures de prévention. Donc pendant la formation, nous avons appris plusieurs risques auxquels nous pouvons être confrontés. Le risque incendie, le risque explosion, le risque chimique, le risque mécanique, le risque électrique. Exécuté par un opérateur international, l'apprentissage s'est déroulé en 2 grandes phases. Phase où il fallait former 60 personnes sur un métier précis et pour qu'ils aient une obtention d'un certificat de qualification professionnelle pour faciliter leur insertion et pour qu'ils puissent favoriser la sécurité professionnelle sur les chantiers dans lesquels ils allaient travailler. La deuxième phase consistait, elle, à s'adresser aux entreprises, à être en interne sur les sites pour sensibiliser les travailleurs aux côtés des chefs d'entreprise à une meilleure culture de la sécurité professionnelle, la sécurité industrielle et dans le secteur du bâtiment également. Outre la formation des 60 travailleurs, ce projet pilote, initié par l'Agence nationale de formation professionnelle AGFOP, a permis de sensibiliser également plus de 500 travailleurs sur la santé, l'environnement et surtout de la sécurité au travail. Suite à des rapports que nous avions pu lire avec la CNPS, qui nous avait invités à initier des études dans la zone portuaire et en zone 3 et en zone 4. Il fallait donc voir quels étaient les besoins de formation au niveau des entreprises à l'époque dans la zone. La plupart de ces entreprises ont relevé effectivement un besoin de sécurité au travail. Et c'est sur donc la base de cette étude que nous avions donc pu développer un projet de formation. Coût global du projet, 170 070 000 francs CFA, financé en grande partie par le Fonds de développement de la formation professionnelle,
FDFP. Le projet de formation vise aussi à attirer l'attention des entreprises industrielles sur l'importance du sujet, sur les risques d'accidents au travail. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le projet Transport intégré durable et faible émission de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire, a initié une rencontre avec les différents acteurs du transport et les partenaires du projet. Objectif, expliquer le bien fondé de cette initiative qui consiste à promouvoir la mobilité électrique et la réduction de l'émission de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire. Grace Kando. Le parc automobile ivoirien en 2018 avoisinait 1 million de véhicules. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avant le décret de 2016 instituant la limitation de l'âge des voitures en Côte d'Ivoire, 75% de ces engins étaient d'occasion, donc polluants. Pour réduire alors les émissions de gaz à effet de serre, notamment les CO2, solution envisagée, la mobilité électrique. Le projet consiste à faire des études sur la question des règlements. Comment démontrer qu'un véhicule électrique il est efficace au plan économique, efficace au plan environnemental et efficace au plan fiscal. Et c'est ces réflexions qui seront menées par d'autres consultants internationaux pour nous amener des propositions concrètes que nous allons soumettre au gouvernement de Côte d'Ivoire. Un projet qui rencontre l'adhésion des acteurs du transport. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Ce sont des véhicules électriques qui ne vont pas polluer. Or, avec l'ancien système, on avait une combustion, on avait des rejetés du dioxyde de carbone en retour. Donc on pense bien que ça va aider un peu le secteur de l'automobile. Avec les véhicules électriques, je pense que c'est une économie pour nous, les mécaniciens. On n'aura plus à toucher de l'huile, plus de carburant, ça nous protège. Parce que le carburant et puis l'huile sont toxiques. Plusieurs initiatives sont actuellement mises en œuvre par des communes et des start-up pour mettre en place des taxis électriques, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et loin des questions liées à l'environnement, l'amicale des épouses des membres du corps préfectoral a procédé à la cérémonie d'investiture de sa nouvelle présidente, son nom Erika Gombagui, cérémonie d'investiture marquée par une conférence formative sur le thème du leadership des femmes et leur rôle dans le succès de la mission de leurs époux. Prunella Somo, Didier Nguessan. Erika Gombagui, épouse du préfet de la région de la Maraoué, est à présent la 3e présidente de l'amicale des épouses des membres du corps préfectoral. Élue le 26 mars dernier, cette investiture marque la prise effective de ses fonctions. Elle entend à travers cette amicale étendre les actions de leur époux sur tout le territoire ivoirien. Nos époux sont les représentants du chef de l'État. Ils ont eu une mission d'aider le chef de l'État dans la réussite de son programme d'action. Nous, à notre tour, nous devons aider la première dame à y arriver et pour ce faire, nous devons être formés. Le sénateur de la région de la Maraoué, Paulin Alomo, et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, séduits par les valeurs défendues par l'amicale, entendent leur apporter leur soutien. Je considère que les épouses des membres du corps préfectoral constituent un très grand réseau en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire, on peut s'appuyer sur ces dames-là qui sont aux côtés de l'homme mari qui représente le président de la République dans chaque localité. L'association, c'est un outil qui regroupe, n'est-ce pas, les femmes, qui va permettre la collaboration, qui va permettre la consolidation de leurs actions. Et je pense qu'en cela, elles pourront aider efficacement la première dame pour le bonheur de leurs populations respectives et pour le bonheur aussi de toute la population ivoirienne. Les réflexions à l'occasion de l'investiture ont porté sur le leadership des femmes et leur rôle dans le succès de la mission de leur époux. Le mandat de la nouvelle présidente dure 3 ans. Les femmes membres de la coopérative du village de Dawa, dans la sous-préfecture de Grand Bérébi, peuvent pousser un ouf de soulagement. Ces femmes spécialisées dans la culture du manioc et la fabrication de l'atiké viennent de recevoir du matériel pour améliorer leur production. Un don de l'ONG américaine Procide. Le reportage de Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bassin central. Une broyeuse de manioc, un tricycle, des brouettes, des bottes, des machettes et divers autres matériels remis à la coopérative des femmes du village de Dawa.
dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. C'est un don de l'ONG américaine Proceed après avoir construit une école de 3 classes dans ce village. L'ensemble de ce matériel a pour objectif, d'une part, d'améliorer les conditions de travail de nos mamans, de faciliter le transport du manioc, d'autre part, de permettre aux femmes de Dawa d'accroître leur rendement dans la production de l'attiqué et enfin de faire d'elles des femmes autonomes et un pilier de l'économie de la région. Pour les femmes bénéficiaires de ce don, c'est un ouf de soulagement. On avait un problème d'électricité, de manioc, plus les outils, tout. Ce qu'on voulait là, c'était pour nous, c'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'elle nous a envoyé. On lui dit merci, merci. Son nom, Koufaka, Nasuo. La coopérative agricole des femmes de Dawa réalise chaque année un bénéfice de 250 000 francs CFA, malgré les conditions difficiles dans le processus de fabrication de l'attiqué. Voilà, des femmes heureuses de recevoir ce matériel avec notre correspondant permanent dans la région du Bounkhani, Hermani Amien, suivant à présent le compte-rendu de la 10e édition du Festibo. Le Festibo, c'est le Festival des arts et cultures du Bounkhani. Il nous rapporte qu'au cours de ce festival, les participants ont pu assister à des panels sur la culture et le tourisme, vibrer au rythme des différentes prestations des troupes de danse venues participer à l'événement, la mise en place d'un fonds dédié au financement des projets des femmes et des jeunes pour leur autonomie a même été annoncée au cours de ce festival. Suivons ensemble son reportage. 10e édition du Festibo, le Festival des arts et cultures du Bounkhani. Au fil des années, l'événement gagne en maturité et en popularité. Comme les éditions antérieures, le plus important festival culturel du Bounkhani a mis sur la même scène des groupes de danse venus de toute la région. Rivalisant d'originalité, les différentes troupes de danse n'ont pas laissé indifférents les milliers de festivaliers présents à Bouna. On est venu les soutenir. On est vraiment très contents. C'est comme je le dis tout le temps, il faut qu'on copie pour aussi faire chez nous. Parce qu'eux, ils sont en avance. Mais s'il plaît à Dieu, on va peut-être mieux faire que ce que nous on a vu ici. Selon le commissaire général du Festibo, ce festival qui vise à promouvoir le riche patrimoine culturel du Bounkhani a aussi pour objectif de présenter les atouts touristiques de la région. Pour encourager les populations à s'investir dans la promotion de la région, DAGEME a annoncé la mise en place d'un fonds pour le financement des projets des jeunes et des femmes. Le fonds qui sera mis en place, c'est pour nous, c'est pour le financement de nos projets. Ce n'est pas pour aller organiser nos mariages, ce n'est pas pour faire autre chose. C'est pour nous permettre de nous prendre en charge. Parce que le président Yen Philippe tient à ce que les jeunes travaillent. Représentant le président du conseil régional du Bounkhani, initiateur du Festibo, le député de Doropo s'est réjoui de la parfaite organisation de ce festival qui, selon lui, doit être préservé. 10 ans de joie, 10 ans de grandes rencontres. Mais au nom du président du conseil régional, je voudrais dire que notre festival a fait du chemin. Le conseil régional de Bouna a été le premier conseil dès sa mise en place avec un festival. Au cours de cette 10e édition qui a eu pour thème culture, tourisme et artisanat comme levier de transformation du Bounkhani, plusieurs panels et autres rencontres étaient également au menu. Et on continue de parler de culture. Du 14 au 17 décembre aura lieu à Ara la fête de l'Igname. Des innovations majeures et axées sur le festif et le didactique sont annoncées par les cadres de la région. À leur tête, Madame le maire Arlette Badou-Nguessan. Les peuples frères vivant à Ara cette année sont impliqués, une façon pour les aînés de marquer la cohésion et le bon voisinage. C'est ce que nous dit Franck Quadio. La fête de l'Igname du 14 au 17 décembre dans la cité d'Ara. Pour cette édition, on note plusieurs innovations. Le passage de la fête de 3 à 4 jours, l'implication des jeunes, celle des communautés halogènes vivant à Ara, sans oublier les activités sportives et des concours de beauté. Nous avons une vingtaine de communautés qui vivent avec nous à Ara. Toutes ces communautés ont des associations que nous avons impliquées. Nous avons pour objectif final d'inscrire cette fête au patrimoine culturel ivoirien d'abord sur la liste et puis pourquoi pas ne pas solliciter l'UNESCO. Nana Nicolas Tano, chef de terre représentant la chefferie, pour sa part explique le caractère sacré de cette fête. Selon lui,
L'igname est célébré parce que ce tubercule a sauvé le peuple Agni-Awa lorsque celui-ci a été frappé par la famine lors de sa migration du Ghana vers la Côte d'Ivoire. Pour ces intervenants, la fête de l'igname est un moment de réjouissance, de cohésion sociale, de retrouvailles et de développement. Pour l'édition 2022, ce sont plus de 100 000 visiteurs qui sont attendus. Et dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, plus de 120 personnes ont péri à Kinshasa dans des inondations provoquées par une pluie torrentielle, selon un bilan provisoire communiqué dans la soirée par le gouvernement de la RDC. À l'issue d'une réunion de crise, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir d'aujourd'hui. C'est ce qui est donc précisé dans ce communiqué qui a été produit par les services du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Les inondations ont également causé d'importants dégâts matériels et submergés en début de matinée jusqu'aux grandes rues du centre de la mégapole d'environ 15 millions d'habitants. Selon les autorités, les victimes se comptent dans différents quartiers et communes de la ville, notamment dans des vallons ou des habitations. Et notons que beaucoup de personnes ont été touchées par ces inondations. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.